Salut, c'est Maude avec un E, pour Céramique avec un K, le podcast qui dresse le portrait de la création céramique actuelle. Non, la céramique ne se résume pas à la poterie. Elle ne se résume pas non plus à Demi Moore et Patrick Swayze, batifolant sur un tour de potier. Non, la céramique ce n'est pas ringard. Au contraire, c'est une discipline vaste et éclectique, regroupant des créatrices et créateurs, des artistes aux horizons et pratiques variées. Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarche et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchant le tigre. Pour cet épisode de début d'année, j'ai eu la chance de discuter avec Nathalie Charrier. Nathalie vit à Toulouse et comme ça faisait un peu loin de chez moi, on s'est retrouvés en visio par une chaude journée d'été. Enfin, surtout à Toulouse, un peu moins en Bretagne. Nathalie est une céramiste contemplative et curieuse qui bricole dans son atelier au fond du jardin. Elle se passionne pour beaucoup de choses. Cela va des enluminures médiévales aux micro-organismes vivants. Ce besoin de comprendre le monde, elle l'exprime dans ses sculptures aux formes très travaillées et aux finitions minutieuses, qui sont le reflet de sa ténacité. Nathalie est aussi très modeste et très drôle, surtout lorsqu'elle compare la porcelaine à du foie gras. Bref, dans cet épisode, on parle de belle-mère, de petits cafés à l'atelier, d'artisanat d'art et d'Hubert Félix Kieffen. Bonne écoute. Bah écoute, tout est bon chez moi. Tu m'entends? Ah, ça y est, super. Ça y est? Ouais. Ok, super. Bon, toi Nathalie, en fait, quel est ton premier souvenir lié à l'argile, lié au modelage ou à ta pratique de la céramique? Alors, c'est pas une question évidente parce que j'ai assez peu de souvenirs liés à l'argile. J'en ai un qui m'est revenu, je vais avoir 9-10 ans, et il y avait une céramiste qui est venue dans la classe et qui nous a proposé de faire des petits animaux en céramique. Donc j'avais fait un taureau qui charge. Je me souviens très bien de l'avoir évidé, de l'avoir coupé, d'avoir adoré ça, mais ça en est resté là. Après, les souvenirs liés à la sculpture, ça serait plutôt de jouer dans le sable à la mer, tu vois, faire des châteaux de sable, et ce plaisir-là de la découverte, de voir tout qui s'effondre. Mes souvenirs, ils seraient plus là, je dirais. Ok. T'as jamais pratiqué dans un atelier de pratique amateur? Non, j'ai jamais fait de céramique jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est venu très tardivement, ouais. Ouais, j'ai beaucoup dessiné. Je dessinais quand j'étais petite. Les murs de ma chambre étaient recouverts de dessins. J'ai fait de la gravure. J'ai testé plein de choses, mais le volume, jamais. Ok. Voilà. Mais t'as toujours été créative petite? J'ai toujours adoré ça, mais bon, j'étais dans un milieu quand même pas forcément porté vers ça. Donc mes parents étaient très bienveillants avec moi, ils adoraient me voir dessiner, mais c'est vrai que quand je leur ai annoncé que je voulais faire les beaux-arts et que je voulais pas devenir ingénieur, ils ont un peu tiqué, ça a été un peu dur à accepter. Et finalement, ils m'ont fait confiance, heureusement pour moi. Mais ça allait pas de soi, ouais, dans mon milieu. Oui, alors quel est ton parcours pour arriver jusque-là aujourd'hui, là, être céramiste en 2023? T'as fait quoi comme école, comme études? Alors j'ai passé mon bac à Rodez dans l'Aveyron. J'ai fait un bac scientifique avec option sciences de l'ingénieur. En gros, je programmais des systèmes automatisés. Voilà, ça me plaisait, mais je voyais pas forcément de perspective là-dedans. Et puis en parallèle, je dessinais beaucoup. J'avais des amis qui dessinaient avec moi et un jour comme ça, par défi peut-être, je me suis dit tiens, je vais devoir aller à Toulouse pour tenter mes concours d'entrée en école d'ingénieur. Donc pourquoi ne pas tenter les beaux-arts et la fac d'art plastique. Et par je sais pas quel heureux hasard, j'ai réussi. Voilà, donc là mes parents ont retenu leur respiration. Ils m'ont dit bon, tu as le droit de te tromper une année. Ils étaient persuadés, je pense, au fond d'eux que ça allait pas aller plus loin. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont laissé rentrer aux Beaux-Arts et là, ça a été un peu la révélation.
voilà, en première année, j'ai pu toucher à tout. J'ai expérimenté la gravure, la vidéo, le son, la sérigraphie, voilà, toutes sortes d'ateliers et ça a été une super ouverture, hein. Et ensuite, je me suis spécialisée plutôt en communication visuelle parce qu'il y avait toujours cette tension de se dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire après. Donc, je me suis dit que graphiste, c'était un métier assez honorable. Et j'ai poursuivi dans cette voie-là. J'ai fait 3 ans. Ensuite, je me suis spécialisée en graphisme et j'ai passé mon diplôme de 5e année de DNSEP. Voilà. Et puis, à la sortie des Beaux-Arts, je me suis rendu compte que j'avais pas d'atelier, que j'avais pas vraiment de projet professionnel. J'étais destinée à être graphiste, mais je savais pas spécialement utiliser les logiciels. J'avais appris à être créative, mais j'avais pas appris un métier. Donc, je me suis lancée à fond dans le graphisme et puis en parallèle, mon compagnon avait sa mère qui était céramiste et c'est là que j'ai commencé à toucher à la terre. Elle m'a accueilli les bras ouverts dans son atelier à la campagne. Alors c'était le week-end comme ça, un peu en dilettante pour découvrir la matière et puis de fil en aiguille, ça m'a beaucoup plu. Et mon beau-père aussi était artiste et lui il était plutôt bricoleur, donc je faisais un peu l'aller-retour chez eux entre l'atelier, les tuyaux en cuivre, les morceaux de bois qui se baladaient et puis la céramique. Et ça a été, je pense, un point important de cette liberté. Ma belle-mère, elle pratique beaucoup le raku, les cuissons basse température. Elle fait de la sculpture, donc elle m'a appris les rudiments du montage à la plaque, mais vraiment la base, puis après elle m'a laissé expérimenter. Donc ça a laissé place à beaucoup d'échecs au début. Elle m'a donné des pains de terre un peu bizarres, où j'ai réussi à faire fondre de la faïence dans son four, voilà, toutes sortes de catastrophes assez bienheureuses. Et et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à y investir de plus en plus d'énergie et à trouver un certain équilibre entre mon métier de graphiste et puis mes week-ends d'expérimentation un peu fous à la campagne. Au début, je faisais beaucoup de grès, donc qu'ensuite j'ai passé au faux raku. J'ai testé le raku nu, l'enfumage, ça m'a beaucoup plu. Aux Beaux-Arts, je faisais pas mal de gravures, donc je trouvais que le noir de l'enfumage, le côté aléatoire aussi, était vraiment intéressant et me donnait des résultats qui me plaisaient. Je suis pas forcément peintre ou j'ai pas beaucoup de sensibilité à la couleur, je suis pas douée pour ça, donc je trouvais que l'enfumage était une bonne façon d'obtenir un effet toujours surprenant. Alors des fois ça cassait. Il y avait vraiment une place pour l'échec, je dirais, mais c'était toujours dans un cadre bienveillant, donc ça m'a un peu décomplexée. Et cette période d'expérimentation et de découverte de la céramique, elle s'est déroulée sur combien de temps? Alors je dirais que ça s'est déroulé sur environ 5 ans. Voilà, au début, je voyais pas mon avenir forcément dans la céramique. J'y prenais beaucoup de plaisir, je trouvais un espace de liberté, mais je voulais que ça reste du plaisir parce que je commençais quand même à fréquenter, à voir autour de moi des céramistes, des gens qui avaient une production assez cadrée, qui avaient des nécessités économiques, et j'ai un peu tenté d'échapper à ça en me disant que finalement mon métier de graphiste était assez stable, que ça me permettait de dégager du temps pour faire de la céramique, et j'avais trouvé mon équilibre. Et puis, autour de 2018, je commençais déjà à faire des petites expositions, les premiers salons, quelques rencontres avec des gens, avoir envie d'aller un peu plus loin dans ce domaine. Et puis là, mes beaux-parents ont déménagé, donc plus d'atelier à la campagne. Tout a été un peu chamboulé. J'ai eu mon premier enfant aussi. Et ça a été une grosse remise en question. Je me suis trouvée privée de cet espace et en fait, j'ai réalisé que c'était vraiment une nécessité pour moi de m'exprimer. Alors, la céramique, c'était mon médium. J'ai senti assez vite que c'était ça qui me correspondait, la terre en général. J'étais pas très orientée sur une terre en particulier, mais je savais que c'est ça qui me tenait.
Donc j'ai décidé, on a pu acheter avec mon compagnon une maison, j'ai pu avoir un atelier au fond de mon jardin. Et là, je me suis lancée à fond, je me suis dit que, ben voilà, la vie était trop courte, que les enfants prenaient beaucoup d'énergie, que l'énergie qui me restait, j'avais envie de la mettre à fond là-dedans. Et ça a été le point de bascule. D'accord. Donc aujourd'hui, ton boulot de graphiste, tu l'as mis complètement de côté ou tu continues un petit peu à faire des contrats, des prestats de temps en temps pour compléter ton revenu céramique? J'ai commencé à faire des expositions, j'ai essayé de me lancer totalement et puis je me suis rendu compte que pour en vivre, il fallait quand même penser à diversifier son activité, soit organiser des stages dans son atelier, soit avoir multiplié les marchés pour vendre des pièces régulièrement. Donc ça voulait dire aussi déployer beaucoup d'énergie, beaucoup de déplacements, peu de disponibilité pour mes enfants, parce qu'il y en a eu un deuxième entre-temps. Donc à un moment donné, je me suis dit non, si je veux conserver la liberté que j'ai acquise, si je veux pouvoir faire les pièces dont j'ai envie, avoir la possibilité de continuer à échouer, à tester, à expérimenter, il faut vraiment que je garde un à côté. Donc j'ai décidé de continuer le graphisme, qui est un métier qui me plaît aussi par ailleurs. Je fais de l'illustration, je fais des affiches, des logos, voilà, c'est aussi assez plaisant et puis c'est un bol d'air des fois d'être tout le temps dans la céramique et tout le temps plongé à fond là-dedans, ça peut être éprouvant mentalement. C'est dévorant par moments. Ouais. Ça me permet de trouver mon équilibre. Ok. Est-ce que ton boulot au tout début où tu as découvert la céramique ressemble à ce que tu fais aujourd'hui? Ah, c'est une bonne question. Au tout début, je faisais des pièces. J'ai toujours fait de la sculpture. Hein. Je me suis jamais essayée au tour. Je sais pas tourner. Je sais quasiment pas émailler. J'ai tout appris quasiment en autodidacte. Donc c'est vraiment moi le modelage, ça a été le plaisir, la révélation tout de suite, et j'ai voulu faire que ça. La terre, j'ai expérimenté beaucoup de terre. Le grès d'abord, donc comme je disais, en basse température avec des cuissons racoup, des enfumages. Puis ensuite, j'ai commencé à vouloir assembler des pièces avec du bois, avec du métal. Et puis là, je suis passée à la faïence, qui avait peu de retrait, qui me permettait de faire ma sculpture sur un morceau de bois, par exemple, et ensuite de la cuire et de la réassembler par la suite. Donc je dirais que cette partie, oui, c'est resté, parce que j'aime toujours autant assembler les matériaux et en général, quand je fais un modelage, la pièce cuite n'est jamais la finalité de l'œuvre. Donc je vais toujours ajouter des choses ou assembler ou accumuler. Voilà. Donc j'ai fait le grès, la faïence, et puis récemment je me suis tournée vers la porcelaine parce que je faisais le constat quand même que la faïence non émaillée c'est très dangereux, ça casse, que le grès ne me donnait pas des blancs comme ceux que je recherchais. La porcelaine j'avais déjà essayé, mais alors j'avais l'impression de sculpter des blocs de foie gras, c'était vraiment très compliqué au début. Je pense qu'il faut quand même un temps d'adaptation et une pratique avant de pouvoir s'y mettre. Et puis j'ai intégré aussi du papier dans ma porcelaine pour la rendre plus plastique. Et puis j'ai aussi adapté ma façon de sculpter. Au début, je montais tout à la plaque, je pouvais même faire des grandes pièces. Il n'y avait pas besoin de structure à l'intérieur, ça tenait toujours. C'est plutôt amical le grès. Ça fait peu de surprises, j'avais peu de fissures. Et quand je suis passée à la porcelaine, ça tordait, ça fissurait. Donc il a fallu un temps d'adaptation, me rendre compte qu'il fallait dégager toutes mes formes quand la terre elle était assez crue, assez molle, et puis ensuite de travailler très précisément chaque étape pour arriver à une sculpture vraiment dans la finesse, avec des finitions comme je l'ai recherché. Donc voilà, il a vraiment fallu un temps d'adaptation. Alors, est-ce que tu peux décrire tes pièces et expliquer un peu quelle thématique tu abordes à travers tes volumes? Je peux dire que je fais des sculptures d'inspiration surréaliste où viennent s'entrecroiser des éléments de la nature, des éléments animaux. Je recherche avant tout un mouvement
dans mes formes, une sorte d'élan, un souffle. Je viens chercher toujours aussi une tension entre des détails assez fins et des pièces que je soumets souvent à pas mal de cuisson, de racoup. Je viens plaquer du verre en fusion sur des pièces. Donc il y a aussi cette confrontation de plusieurs matières qui est assez rude pour, pour essayer de trouver une harmonie, une sorte de poésie qui se dégagerait de, de cette rencontre. C'est difficile comme question, je sais pas. Mais tu t'en es très bien sortie, c'est parfait. La question, elle est hyper dure parce que je fais des pièces quand même assez variées et mes inspirations, elles peuvent venir de plein de choses. Ça peut être observer un insecte avec mes enfants et puis le récupérer, le stabiliser, le déployer, le mettre sur un cadre entomologique et puis une pièce peut partir de ça. Ça peut être aussi un morceau de bois, ça peut être un bout de ferraille, un morceau de verre. Puis, des fois, ça peut être aussi une idée qui germe comme ça, que je dessine et qui vient assez spontanément. Souvent, il y a quand même du dessin de préparation. Enfin, je peux même dire toutes mes pièces sont dessinées avant parce que elles sont assez complexes à réaliser, donc j'ai besoin aussi d'avoir une vue d'ensemble de ce que je vais faire avant de me lancer. J'adore ce moment dans la construction des pièces où au début t'es un peu dans le chaos, c'est un morceau de terre, et puis t'essayes de trouver plus ou moins les volumes, et quand il commence à se dégager, tu sens tout le péril de tout ça parce que c'est tellement fragile. Tu tiens pas encore ta pièce, c'est bancal, tu sens pas de mouvement, et puis il y a un moment où en fait tu sens que tu vois ta pièce à l'intérieur du morceau de terre. Je sais pas trop comment le dire autrement. Je crois que c'est Giacometti qui disait que quand il faisait ses visages, il essayait d'abord de faire le nez, et quand il était sûr que la ligne du nez était belle, il savait qu'il allait pouvoir faire les yeux et la bouche et les oreilles et que tout allait en découler. Et c'est un peu ce que je ressens quand je fais mes sculptures, c'est qu'au début c'est une lutte, c'est un corps à corps avec la terre, et à un moment tu sens qu'il y a une bascule, que la forme elle est là, et que là voilà c'est que du plaisir, et il y a juste à dérouler, voilà. Alors là, avec ce que tu m'as raconté, là on voit que t'es une super technicienne, tu connais plein de choses, t'as expérimenté énormément de choses. Pas du tout. Du racoup, de la cuisson au bois, toutes les terres différentes qui existent, c'est quand même impressionnant. Mais oui, mais alors pas du tout, non, je suis pas technicienne, je suis autodidacte, je fais beaucoup d'erreurs. J'ai des pièces qui explosent encore. J'essaye d'apprendre de mes erreurs et d'ailleurs, bon, voilà, ça serait un bon mantra pour les années à venir, c'est d'essayer dans ce chaos, dans cet univers d'expérimentation, d'arriver quand même à resserrer un peu mon propos, à essayer d'encadrer un peu tous ces éléments aléatoires qui viennent dans mon travail ben, pour aller plus vite au but en fait et avoir moins d'errance. Donc non, j'essaye de gagner en technique. J'ai des amis qui sont formidables, qui sont de super techniciens, qui m'apprennent plein de choses. Et heureusement qu'ils sont là. Je trouve ça merveilleux de voir le monde des artisans d'art. Voilà, c'est en général les verriers, les céramistes, les gens qui travaillent le métal, cette précision et cette concentration qu'ils arrivent à mettre dans leurs gestes. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'atteindre sans avoir fait d'études pour. Bah alors justement, c'est ma question suivante. Comment tu te situes, comment est-ce que tu t'identifies toi? Est-ce que tu te vois comme artiste plasticienne, comme céramiste? C'est une question très compliquée. Je sais pas si les gens arrivent à te répondre clairement à chaque fois. Moi, je me perçois peut-être comme une plasticienne. C'est un mot qui est un peu froid, qui est un peu déshumanisé. T'as l'impression que tu travailles du plastique. Ça n'a rien à voir avec ça. Céramiste, je peux pas me prétendre céramiste. J'émaille très peu mes pièces. J'ai pas de technique en céramique. Bon, je me sentirais plutôt céramiste. J'utilise la terre principalement, mais j'aime bien aussi me définir comme bricoleuse finalement. Ce que je trouve
ce qui est un peu le fil rouge dans ma pratique, c'est d'essayer d'être assez malin pour détourner des usages, des techniques, pour arriver à mes fins. Donc je bricole, voilà. Ok. Je sais pas si c'est une bonne définition, c'était très valorisant, mais... Si, t'es pas la seule à l'avoir en plus employée. Vous êtes quelques-uns à vous définir comme bricoleur. Mais c'est peut-être le côté ingénieur aussi, le fait que t'aies une formation d'ingénieur à la base, non? Ça viendrait pas de là? Peut-être, ou en tout cas le plaisir de trouver des solutions à des problèmes, quels qu'ils soient. Je trouve que c'est une telle satisfaction que voilà, je conçois mes pièces comme ça. Souvent, je fais des dessins. Alors, ça préexiste idéalement dans l'esprit, mais après, quand on est confronté à la complexité, souvent il y a des pièces qui s'assemblent. C'est pas juste de la terre que je vais modeler, que je vais cuire et que je vais émailler. Il y a un long processus. Je dirais que le modelage, c'est la première partie de mon travail, mais après, je vais souffler du verre sur mes pièces, je vais les ajuster, faire une structure pour pouvoir les assembler. Donc c'est là qu'intervient le côté bricoleur, et c'est là que je trouve que la magie opère. Voilà. Ou pas. Ok. Ouais, j'en reviens un petit peu à tes influences et tes thématiques. D'où ça vient, là, cet intérêt pour le médiéval, pour les bêtes hybrides Je pense que je suis très intéressée en général par l'univers des symboles. Alors ça peut être dans les bestiaires médiévaux, mais c'est aussi dans la mythologie grecque. J'ai pas mal d'influences comme ça. J'aime beaucoup les narrations, les histoires de héros grecs, de mythologie qui toujours sous-tendent des choses plus profondes, où on peut y voir diverses couches. Les enfants, ils voient juste une simple histoire, mais il y a aussi une partie plus sombre, qui reflète un peu les tréfonds de l'âme humaine. Donc voilà, j'aime ce côté narratif et j'aime me le réapproprier. Après, dans les bestiaires, en général, je trouve que la liberté des formes, des mouvements, des illustrations qu'on peut retrouver dans les enluminures, dans les manuscrits médiévaux, c'est un plaisir pour les yeux de voir ces jeux de lignes qui s'opposent, de courbes contre courbes, d'animaux chimériques qui naissent d'un coquillage. Ça raconte à la fois des histoires de la Bible, mais c'est aussi totalement païen et iconoclaste par moments. Et voilà, on voit des moines défroqués, on voit des bestioles bizarres qui sortent de partout. Je crois qu'il y a une sorte de joie et de plaisir qui se voit même dans le dessin que j'apprécie tout particulièrement. Pour cette série dont tu parlais, Les Bestiaires d'amour, c'est vrai que c'est une série que j'ai commencée à l'époque du confinement, à un moment où tous les corps étaient séparés, où l'autre représentait une menace, et par esprit de contradiction, j'ai voulu faire unir des êtres que tout oppose et qui s'enlacent et qui s'embrassent jusqu'à se dévorer même. Donc voilà, je me suis inspirée du bestiaire d'amour d'un auteur du XIVe siècle, Richard de Fournival, qui raconte ses mésaventures dans la recherche de sa belle, et qui la compare à chaque fois à des animaux qu'on retrouve dans les bestiaires. Alors souvent la belle a le mauvais rôle, hein. Lui, ça serait plutôt la belle licorne, le cerf pur, et elle, plutôt la vipère ou le bouc ou voilà, toujours la femme manipulatrice. C'est pas très féministe comme propos, mais justement, je trouvais ça assez amusant de se réapproprier ces histoires. C'est qu'on trouve aussi dans la Bible. C'est toujours des animaux, le bien qui affrontent le mal. Voilà, et d'unir ces animaux dans une sorte de mouvement poétique, d'enlacement. L'idée, c'était de faire une sorte de poésie de l'enlacement. Et alors, concrètement, comment ça s'organise ton travail préparatoire sur cette série? Tu as lu des manuscrits médiévaux originaux Oui, oui. Oui, on se les procure assez facilement sur Internet. Okay. Après, j'aime aussi énormément le travail de Michel Pastoureau, qui est un auteur contemporain, qui
qui parle beaucoup des animaux dans les bestiaires médiévaux, mais aussi de l'héraldique, c'est-à-dire l'étude des blasons, de la symbolique médiévale en général, des couleurs aussi au Moyen Âge. Et ça a été une source d'inspiration incroyable pour moi. J'adore son travail, donc je me suis inspirée de ça. Et ensuite, ça a été un travail de dessin assez libre. Voilà, mon travail est quand même toujours tourné autour de l'idée du mouvement. Et donc ce mouvement-là, j'ai essayé de le trouver dans ces enlacements. Et à partir de ce travail de dessin, j'ai commencé à faire le modelage, mais il y a eu un moment un peu d'insatisfaction où je me suis retrouvée avec mes pièces et je trouvais qu'il leur manquait quelque chose, qu'elles étaient inabouties. Alors je sais pas dire en quoi, mais il manquait le côté charnel, la douceur qui pourrait se dégager de ces compositions. Et j'avais déjà fait appel à un ami souffleur de verre pour une précédente pièce. Et ensemble, on avait essayé de trouver le moyen de souffler du verre directement sur la céramique. Donc là aussi, ça a été un travail d'expérimentation, parce qu'au début, autant te dire que tout cassait. C'était un festival. Voilà, donc on a commencé à travailler ensemble sur cette série. J'ai amené mes pièces. On a commencé à souffler d'abord timidement pour voir comment se comportait le grès, et puis ça a marché. Donc là, on a vraiment essayé de créer d'immerger la céramique dans le verre, de faire jouer le verre avec les pièces. Et là, je pense que tout s'est un peu mis en place. Il y a eu vraiment une harmonie qui s'est créée. C'est comme si le verre emprisonnait l'air autour des pièces et qu'il y avait cet espace de respiration autour, cette circulation du regard et l'opposition aussi, le contraste entre le grès enfumé ou aussi les pièces en porcelaine très blanches qui vient contraster avec la transparence du verre, avec son côté organique. La sensation de douceur, de volupté dont tu parles dans tes formes ou dans le choix des matières, tu penses pouvoir un jour la trouver avec de la couleur? La couleur t'intéresse pas du tout? Tu veux vraiment pas y venir? Ou peut-être qu'avec des recherches, tu pourrais y venir un jour? Ah, mais j'adore la couleur, je l'admire dans le travail de beaucoup de céramistes. Je trouve que c'est un vrai plaisir de savoir l'utiliser, mais j'ai jamais eu cette capacité de voir les couleurs ensemble comme on les peintre. Il y a des gens, je pense, ils ont naturellement une approche de peinture. Et dans le travail des céramistes, c'est assez, c'est toute la tendance céramique actuelle autour du baroque, de la surenchère de couleurs. Tu le perçois vraiment bien. Et moi, j'ai pas cette facilité ou cette évidence. Et en plus, je dois dire que le travail de l'émail en superposition, qui vient sur mes pièces, j'ai l'impression que ça enlève un peu le côté tendu de mes lignes. Donc ça aussi, ça me gêne un petit peu. Je suis vraiment focalisée sur la précision du modelage. Et je trouve que l'émail vient un peu annuler ça, vient un peu affadir ça. Donc c'est pas seulement la couleur qui me gêne, mais c'est aussi la superposition de l'émail sur mes pièces. Ok. T'as jamais essayé d'engobe, par exemple? Si, j'ai essayé les engobes, j'ai des pièces émaillées aussi, plutôt des grandes pièces, du coup, où ce problème d'épaisseur de l'émail est moins visible. J'aimerais bien aller vers ça, et fabriquer mes propres émaux aussi, mais c'est un univers exploré qui peut demander plus d'une vie, donc à un moment donné, il faut aussi, recentrer son intérêt. Bon, en gros, j'ai tendance un peu à m'éparpiller, donc il faut que j'arrive à voir ce qui fait l'essence de mon travail et puis à vraiment mettre l'accent dessus. Ouais. Mais dans une autre vie, je ferai de l'émail, c'est sûr. Tu parlais tout à l'heure du féminisme. Est-ce qu'il y a des thématiques comme ça dans l'actualité qui peuvent se retrouver dans ton boulot? Alors, je pense que oui, la thématique du genre dans les bestiaires d'amour, c'est un pied de nez aussi à la bienséance, au politiquement correct. Et puis même en général, j'aime bien faire des images humoristiques. C'est pas contradictoire avec la poésie. Le côté iconoclaste, le côté très potache. J'aime beaucoup le photographe Martine Parr, par exemple.
je trouve qu'il y a une telle beauté dans ces photos et à la fois le ridicule en devient beau, l'absurde, c'est tellement poétique. Donc oui, je cherche souvent ça. Après, je pense qu'aussi le rapport à la nature un peu en état d'urgence, je suis très sensible. Je regarde beaucoup la nature. Alors j'habite en ville, donc c'est vrai qu'il y a un rapport particulier à la nature. C'est un rapport fantasmé un peu, mais j'aime beaucoup les insectes par exemple. Et en particulier, j'aime les extrémophiles. C'est des tout petits organismes qui sont capables de résister à des conditions incroyables de vie. Par exemple, le tardigrade qui peut aller sur la Lune, qui se met à une sorte d'état de mort ou de dormance. Il se dessèche totalement, il n'a plus besoin d'oxygène, il vit à des pressions incroyables. Et puis le jour où on le remet dans des conditions normales de vie, il se remet à vivre. Et des animaux comme ça, je trouve ça fabuleux, qui défient un peu les lois de la nature, qui arrivent à s'adapter, à être résilients. C'est vraiment un appel à la résistance, je trouve. Ok. J'ai fait toute une série sur les extrémophiles. Et j'en ai fait un récemment qui mesure 1,20 m de long, qui est suspendu au-dessus du vide par des cordes et qui voilà, est comme un peu un signal d'alarme. Une épée de Damoclès. Et à la fois, il a l'air tellement mignon parce que le tardigrade, ça ressemble à un gros nounours qui a une tête en poche d'aspirateur. C'est vraiment, on a envie de le prendre dans ses bras et de le réconforter. Ah oui, est-ce que tu peux dire 2-3 mots sur l'art des marges desquels tu t'es inspirée? Alors oui, l'art des marges, c'est des dessins qu'on retrouve dans les marges des manuscrits médiévaux et qui reprennent des thématiques, enfin, qui sont complètement en dehors du texte, qui ont souvent aucun lien avec le texte, mais qui semblent être l'unique fantaisie du moine copiste qui devait en avoir marre de copier la Bible, et à un moment donné, il a fait surgir un moine d'une coquille d'escargot. Il a fait, voilà, il a créé des êtres totalement loufoques, fantasques, des hybrides, des hommes qui ont un visage à la place du ventre, qui ont des membres un peu partout, et on n'arrive pas tellement à s'expliquer. Il y a pas de consensus sur l'explication de cet art des marges. On se demande est-ce que c'était l'unique fantaisie des moines ou est-ce que ça avait un autre rôle. Voilà, je trouve que ce mystère est assez croustillant. Comment est-ce que tu travailles aujourd'hui? Enfin, est-ce que tu peux nous décrire ton atelier? Alors, j'ai la chance d'avoir mon atelier au fond de mon jardin. Il y a ma maison, le jardin et l'atelier. J'ai une grande baie vitrée qui donne sur le jardin. Il est tout en longueur, mon atelier. Dans l'espace modelage, on va dire, il y a une grande table. On peut s'installer tout autour. Il y a souvent des gens qui viennent, ma belle-mère qui est céramiste, ses amis, mes enfants. J'aime bien accueillir des gens, mais j'aime bien aussi être seule. C'est vrai que le matin, après avoir amené les enfants à l'école, quand tout se calme, de retrouver un espace serein où il n'appartient qu'à moi. Et c'est un peu mon intérieur, l'atelier. Alors j'essaye désespérément de le laisser propre parce que tous les céramistes chez lesquels je suis allée ont des ateliers impeccables où chaque outil se retrouve bien à sa place, où c'est nettoyé tous les soirs, aspiré, lavé. Et alors j'essaye de copier cet exemple, mais je dois dire que je suis désespérément bordélique. Donc, notamment quand je prépare des expositions, au début c'est propre, et puis plus ça va, plus la frénésie des préparatifs et la pression monte, plus c'est le bordel. Mais je crois que j'aime bien ça au final. Et ça doit refléter un peu mon état d'esprit par moment. Dans mon atelier, il y a cet espace de travail. Ensuite, à l'arrière, il y a certaines de mes pièces, mais c'est vraiment pas un showroom. J'ai souvent un peu honte d'accueillir des galeristes ou des clients dans mon atelier parce que c'est pas un espace d'exposition. À côté, il y a mon four électrique. J'ai un grand four électrique donné par ma belle-mère. J'ai beaucoup de chance. C'est elle qui m'a fait ma dot de céramiste.
Et puis j'ai un petit local de séchage. Et à l'arrière de l'atelier, je stocke mon four à coups, mes bidons, voilà, tout ce qui est sale, qui prend de l'espace et que je ne veux pas voir. C'est quoi l'ambiance sonore de ton atelier? T'écoutes de la musique quand tu travailles? Alors ça dépend des moments. J'aime bien écouter de la musique quand je suis au début de la création des pièces, quand c'est un peu dur, que j'ai besoin de déconnecter. J'adore écouter Hubert Félix Thiéfaine, par exemple. Je crois que c'est mon... Je suis complètement fan. Un jour, j'aimerais bien faire une collaboration avec lui dans une autre vie aussi. J'ai le droit de dire ce que je veux, c'est mon podcast. Il peut dire n'importe quoi. C'est une collaboration avec Michel Pastoureau aussi, tant qu'on y est. Moi, je garde tout ça, je suis obligée. Et puis non, à d'autres moments, j'aime bien aussi écouter des podcasts. J'aime beaucoup écouter Le Code a changé de France Inter. Après, mon côté un peu vieille France, j'aime bien écouter Affaires sensibles avec Fabrice Drouel à 15h sur France Inter, avec sa voix de commentateur des années 50. Ah oui, t'écoutes pas Les Pieds sur Terre? Non, j'écoute pas trop France Culture, hein, mais j'aime bien écouter La Terre au carré aussi. Ouais, et plein d'émissions de podcasts de vulgarisation scientifique. Toujours le côté ingénieur. Ben, un petit peu, ouais, je trouve qu'il y a dans la science plein d'idées, et je trouve plein d'idées pour des pièces. Récemment, j'ai fait une pièce sur l'idée de tenségrité. Donc c'est utilisé beaucoup en architecture. L'idée c'est que deux pièces, donc une pièce qui semble en lévitation, mais juste elle est tendue par des fils et le système de tension fait que la pièce tient toute seule en l'air. Donc ça a été un point de départ pour essayer de concevoir les pièces en céramique, bien sûr ultra fragiles, comme d'habitude. Mais j'aimerais bien essayer de pousser ce concept. Voilà, c'était ma dernière lubie. Mais les extrémophiles aussi, j'ai découvert ça dans le magazine scientifique. Je trouve que la connaissance scientifique est pleine de poésie. T'as déjà un peu répondu à cette question, mais j'aimerais bien qu'on y revienne rapidement. Donc la céramique aujourd'hui, elle te permet de gagner ta vie. Tu vis grâce à la céramique, tes revenus sont exclusivement dans la céramique. T'as diversifié de quelle manière tes revenus? Est-ce que tu donnes des cours? Tu fais des résidences en milieu scolaire? Alors pour l'instant, je me sens pas assez légitime pour donner des cours. J'avoue que ça me fait très peur, mais j'ai commencé à donner quelques stages ou des interventions dans les écoles. Après, je peux pas dire que c'est un moyen économique de pérenniser mon activité. Donc je consacre une partie de mon temps au graphisme, disons un jour par semaine, et ce qui me permet le reste de la semaine de faire à peu près ce que j'ai envie. J'expose évidemment, je fais des marchés céramiques. D'ailleurs, j'organise un marché dans le sud-ouest de la France, à Giroussas. Je suis dans le comité d'organisation, donc je m'investis aussi dans ce côté associatif. Et puis également pour vivre, alors je me suis pas mal posé la question parce que comment vivre en étant céramiste, d'accord, faire des stages, multiplier les marchés, essayer de trouver un galeriste, mais c'est pas une évidence. Donc j'ai commencé à répondre à des marchés publics et j'ai eu la chance de remporter l'an dernier un 1% artistique pour installer une œuvre dans les archives départementales des Hautes-Pyrénées à Tarbes. Donc voilà, c'est un projet qui est en cours et qui effectivement va me permettre de vivre pendant 2 ans. Alors c'est pas évident parce que c'est non seulement un travail d'artiste, mais aussi de chef de projet. Voilà, donc c'est aussi une nouvelle expérience très enrichissante, pas toujours évidente à mener. La question artistique pour l'instant est un peu portion congrue. Je suis encore à me débattre avec les architectes, les ingénieurs pour arriver à suspendre ma pièce, mais j'ai bon espoir d'arriver au bout. Tu sais déjà un petit peu quel rendu elle aura ta sculpture? Alors l'idée c'est que j'aimerais installer des
oiseaux en suspension dans une grande verrière. En fait, les oiseaux monteraient vers la verrière dans une sorte de spirale ascendante. Donc chaque oiseau est suspendu. Et pour rappeler aussi l'idée des archives départementales, je vais faire des feuilles en céramique, des feuilles A4 sur lesquelles seront imprimées les références des cotes des archives, donc de chaque document. Et cette espèce d'envol d'oiseaux qui sont endémiques du département des Hautes-Pyrénées, des rapaces, il y aura toutes sortes d'oiseaux, et qui vont s'envoler avec ces feuilles pour essayer de donner une sorte de mouvement tout en légèreté, en poésie, voilà, qui s'échappe vers la verrière. Ok, waouh, ça va être super. Ben, j'espère. C'est le moment des tu préfères. Donc à chaque fois, je propose aux céramistes deux propositions, puis ils me donnent leur choix, puis ils me donnent l'explication de pourquoi ils ont choisi ça. Et alors toi, tu préfères sculpter de la porcelaine ou alors déchiffrer des manuscrits médiévaux originaux écrits en tout petit, à moitié illisible? Ah, mais c'est difficile, je crois que j'aime les deux, j'aimerais pouvoir faire les deux en même temps. Je pense que je préfère quand même déchiffrer des manuscrits parce qu'en les lisant sur internet, je suis sûre qu'ils vont pas se casser et fissurer. Mais la question est pas si évidente que ça. Il faut quand même reconnaître à la porcelaine qu'elle est incroyable. Elle a des qualités fantastiques. C'est blanc, c'est translucide. Si pour peu qu'on sache l'apprendre, elle est vraiment, elle a vraiment des qualités fantastiques. Donc non, je crois que j'aime beaucoup la porcelaine, mais c'est comme tout, ça s'apprend, faut respecter le produit, quoi. Et je pense que ça témoigne d'un caractère très volontaire. Sculpter la porcelaine, vous n'êtes pas nombreux, mais à chaque fois, je remarque que vous êtes des acharnés. Hein. Mais surtout que, en fait, c'est un mouvement qu'il faut faire dans un temps assez court, parce que ça va vite figer. Tu as beau l'emballer, tu as beau le protéger, il y a un point de bascule où tu vas plus pouvoir retravailler ta forme, où ça va forcément casser. Tu peux difficilement faire des collages sur la porcelaine, donc il faut travailler dans sa même temporalité et qui est pas celle des autres terres. Mais comment est-ce que tu fais pour les vider? Eh bien, il faut le faire quand c'est pas trop mou, mais pour pas que ça s'effondre. Il faut vraiment trouver le temps, mais ça peut être à 2 heures près. C'est assez court, donc je la coupe en deux, je les vide, j'essaye de bien la ramollir pour pouvoir faire un collage propre, et ensuite je viens continuer à ajouter mes détails. Mais c'est vraiment un moment très particulier où il faut pas louper le coche. Et ça t'est arrivé de faire des très grands volumes en porcelaine? Non, c'est compliqué. J'ai 2 jours pour travailler à peu près sur une pièce en porcelaine, donc si je voulais faire des grands volumes, bon, ça nécessiterait peut-être aussi une formation technique que je n'ai pas. Je pense que si je prenais le temps de la faire, j'aurais plus de possibilités, mais je crois que c'est quand même compliqué de faire des grands volumes. Je connais peu de monde qui en est capable. Et aujourd'hui, quels sont tes projets ou tes rêves pour l'avenir de ta pratique? En dehors de faire une collaboration avec Hubert Félix Stéphane. Voilà. Bon, comme je te disais tout à l'heure, j'aimerais bien quand même, avec toutes les expérimentations que j'ai fait ces dernières années, arriver à me rassembler un peu, à structurer un peu ma pratique, à me recentrer et à creuser un sillon un peu plus net, plutôt que des fois aller chercher un peu trop à droite à gauche. Ensuite, j'aimerais bien proposer mon travail dans des lieux d'exposition ou pas forcément, mais de faire un travail spécifique pour le lieu, donc plus du travail in situ. Je trouve que c'est un enjeu qui est tellement intéressant. J'aime bien me creuser la tête pour trouver des solutions, pour aussi trouver une harmonie entre le lieu, entre l'espace qu'on me propose et la pièce que je vais présenter. Ça amène le travail toujours un peu plus loin. Ensuite, des projets de collaboration. C'est une richesse incroyable. Il y a tellement de gens talentueux autour de moi. J'aurais envie de travailler avec eux, de confronter nos pratiques. Je travaille déjà avec un souffleur de verre à Toulouse, l'atelier Tipeee, avec Thibaut.
Et on a créé plein de pièces ensemble. Et j'espère que ça continuera longtemps parce que c'est quelqu'un qui est bourré de talent. Et je me rends compte que même si tu travailles avec un souffleur de verre ou avec quelqu'un qui fait du bois, on a quand même le même amour du matériau, des gestes qu'on retrouve, même parfois des outils qu'on peut retrouver, et on trouve des terrains d'entente assez facilement. Donc ouais, ça c'est des choses que j'aimerais bien développer. Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.